Après avoir eu des difficultés, j'ai demandé à mon fils adoptif de m'héberger, et il m'a répondu, « Je n'ai pas besoin d'une bouche de plus à nourrir. » Si cette histoire touche votre cœur, si vous reconnaissez quelque chose de vous ou de votre famille dans ces lignes, laissez un like et partagez vos expériences dans les commentaires. Chaque histoire familiale est unique, mais la douleur et l'amour d'un parent sont universels. Votre réaction m'importe autant que chaque sacrifice fait par amour. Je suis Jean-Pierre Moreau, j'ai 64 ans, et jusqu'à il y a 18 mois, je pensais connaître le sens du mot « famille ». Je croyais que 36 années de sacrifice, de présence constante et d'amour inconditionnel comptaient pour quelque chose. Je pensais qu'être père signifiait plus que simplement donner la vie à un enfant. Je me trompais. Le matin du 8 mai 2023, je me suis levé à 5 heures comme toujours pendant les 41 années où j'avais travaillé comme contremaître chez Renault. Mais ce matin-là, je n'avais pas à aller à l'usine de Boulogne-Billancourt. Il n'y avait plus d'usine pour moi. À 63 ans, après un AVC qui m'avait gardé à l'hôpital pendant 6 semaines, Renault m'avait gentiment suggéré de prendre une retraite anticipée. Gentiment, mais fermement. Dans le petit studio de Créteil que j'avais loué après avoir vendu l'appartement de Vincennes pour payer les frais médicaux, j'ai préparé le café dans la vieille cafetière électrique que ma femme Françoise, que Dieu ait son âme, avait achetée quand nous nous étions mariés il y a 39 ans. L'arôme du café se mêlait au bruit de la circulation de l'avenue du Général de Gaulle, créant cette bande sonore matinale qui était devenue ma seule compagnie depuis que Françoise était partie il y a 5 ans. Je regardais la quittance de loyer sur la table de la cuisine, 900 € par mois pour un studio au 5e étage sans ascenseur. Avec ma pension d'invalidité de 650 € mensuels, les comptes ne tombaient pas juste. Le propriétaire, M. Dubois, avait été clair, « Jean-Pierre, je suis désolé, mais soit vous payez, soit vous partez. J'ai une famille moi aussi. » J'avais vendu tout ce que je pouvais vendre. La voiture, les bijoux de Françoise, même les outils que j'avais accumulés en 41 ans de métier. Tout pour payer le loyer, les médicaments pour la tension, le minimum pour survivre. Mais cela ne suffisait plus. En buvant mon café amer, je ne pouvais plus me permettre le sucre. J'ai regardé le numéro de téléphone que j'avais écrit sur un bout de papier la veille. Le numéro de mon fils Antoine. Antoine Moreau, 34 ans, ingénieur chez Total, belle maison à Neuilly-sur-Seine, femme avocate, 2 enfants dans des écoles privées. Antoine qui conduisait une Audi Q5, qui partait en vacances aux Maldives, qui postait sur Facebook des photos de dîner dans des restaurants qui coûtaient plus que ce que je dépensais en un mois pour manger. Antoine que je n'avais pas entendu depuis 9 mois, depuis que je l'avais appelé pour lui dire que j'allais mal et qu'il m'avait répondu « Papa, je te rappelle, là je suis en réunion » et ne m'avait jamais rappelé. J'ai pris le téléphone avec des mains tremblantes. Pas de vieillesse, mais de l'humiliation de ce que j'allais faire. Appeler mon fils pour lui demander de l'aide. Moi qui l'avais élevé seul après que sa mère était morte d'un cancer quand il avait 20 ans. Moi qui avais fait des doubles équipes pour lui payer ses études d'ingénieur. Moi qui m'étais endetté pour lui acheter sa première voiture. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'il réponde. « Papa. » La voix d'Antoine semblait surprise, comme s'il ne s'attendait pas à un appel de ma part. « Salut Antoine. Comment ça va? »« Ça va, papa. Et toi? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. »« Ça va. Je traverse une période difficile, mon fils. » Ah. Un « ah » sec, sans curiosité, sans inquiétude. Un « ah » qui me disait déjà où allait mener cette conversation. Antoine, j'ai besoin d'aide. J'ai des problèmes avec le loyer, les médicaments coûtent cher, et avec la pension je n'arrive plus à. Papa, m'a-t-il interrompu, écoute, là c'est vraiment pas le bon moment. Claire vient d'ouvrir son propre cabinet d'avocat, les enfants ont les frais de scolarité, le crédit de la maison. Antoine, je suis ton père. Je sais que tu es mon père. Mais ça ne veut pas dire que. Ça ne veut pas dire quoi? Ça ne veut pas dire que je dois. Enfin, chacun a ses problèmes, papa. J'ai senti le sang pulser dans mes tempes. Antoine, je ne te demande pas de m'entretenir à vie. Juste une aide pour passer ce moment difficile.
Peut-être que je pourrais venir habiter chez vous un moment, juste le temps de... Non. Sa voix était devenue froide, tranchante. Non, papa. On a nos espaces, nos rythmes. Les enfants ont besoin de tranquillité pour étudier. Claire travaille énormément. On ne peut pas. Antoine, je suis ton père, j'ai répété, sentant ma voix se casser. Et moi je suis ton fils, mais j'ai aussi ma propre famille. J'ai des responsabilités. Et je ne suis pas une de tes responsabilités? Il y a eu un long silence. Trop long. Puis Antoine a soupiré. Papa, écoute, il faut que j'y aille. J'ai une conf call dans 5 minutes. On se rappelle bientôt, d'accord? Antoine, attends. Salut papa. Prends soin de toi. Il a raccroché. Je suis resté assis à la table de la cuisine pendant 2 heures, regardant le téléphone éteint. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Mon fils, l'enfant que j'avais porté dans mes bras quand il pleurait, l'adolescent que j'avais soutenu quand sa mère était morte, l'étudiant pour qui j'avais fait 3 boulots en même temps, venait de raccrocher au nez de ma détresse. 3 jours plus tard, M. Dubois est venu frapper à ma porte. Jean-Pierre, je suis désolé, mais j'ai assez attendu. À la fin du mois, il faut que vous partiez. Monsieur Dubois, je vous demande juste 15 jours de plus. J'attends que... Jean-Pierre, vous êtes quelqu'un de bien, mais je ne peux pas faire de la charité. J'ai une fille qui se marie, je dois payer le mariage. Il me faut l'appartement pour le louer à quelqu'un qui peut payer. J'ai fait mes bagages dans 2 valises usées que j'avais utilisées pour le seul voyage de noces que j'avais fait avec Françoise, en Bretagne, en 1984. Des vêtements, quelques photos, les papiers, et l'alliance de Françoise que je n'avais jamais réussi à vendre, même quand je n'avais pas d'argent pour manger. Je suis sorti du studio de Créteil avec 58 € en poche et nulle part où aller. La première nuit, je l'ai passé à la gare de Lyon, assis sur un banc, feignant d'attendre un train qui ne viendrait jamais. La sécurité m'a fait lever 3 fois, mais ne m'a pas chassé. Peut-être ont-ils compris que je n'étais pas un toxicomane ou un criminel, juste un vieil homme qui n'avait plus de maison. La deuxième nuit, je suis allé au centre d'accueil du Secours catholique rue de la Roquette. Une file d'hommes comme moi, certains plus jeunes, d'autres plus vieux, tous unis par la même expression de défaite dans les yeux. J'ai dormi dans un sac de couchage sur un matelas, entouré de Russes qui puaient l'alcool et l'échec. La troisième nuit, je n'en pouvais plus. J'ai pris le RER, avec les dernières pièces qui me restaient, et je suis allé chez Antoine, à Neuilly-sur-Seine. Maison individuelle, jardin soigné, portail automatique, interphone avec caméra. Le rêve que tout ouvrier a pour ses enfants. Le rêve que j'avais réalisé pour Antoine, au prix de mon dos cassé et de mes mains calleuses. J'ai sonné à l'interphone à 8 heures du soir. La voix d'Antoine est arrivée métallique du haut-parleur. Qui est-ce? Antoine, c'est papa. Un silence long. Puis, papa. Qu'est-ce que tu fais là? Je peux monter? Il faut que je te parle. Attends. Après 5 minutes qui m'ont semblé des heures, Antoine est descendu. Je l'ai vu à travers le portail, élégant même à la maison, jean de marque, chemise en lin, chaussures qui coûtaient plus que ma pension mensuelle. Mais surtout, je l'ai vu irrité. Il a ouvert le portail et m'a regardé de haut en bas. Mes valises usées, la veste qui avait connu des jours meilleurs, la barbe que je ne faisais plus depuis 3 jours parce que je n'avais pas d'endroit où me raser. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es là avec des valises? Antoine, je n'ai plus de logement. Le propriétaire m'a mis dehors. Je n'arrive plus à payer le loyer. Et qu'est-ce que tu veux de moi? La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Qu'est-ce que je voulais de lui? Je voulais qu'il me dise, « Papa, entre, on va arranger ça. » Je voulais qu'il m'embrasse. Je voulais qu'il se souvienne qu'il était mon fils. Antoine, j'ai besoin d'un endroit où rester. Juste le temps d'arranger les choses. Antoine a regardé vers la maison, puis a baissé la voix. Papa, écoute, j'ai une famille. J'ai une femme et des enfants. Je ne peux pas ramener à la maison. Antoine, je suis ton père.
Je sais que tu es mon père. Mais Claire ne comprendrait pas. Les enfants ont leurs espaces, leurs habitudes. Et puis quoi? Antoine m'a regardé dans les yeux pour la première fois depuis qu'il était descendu. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a fait plus mal que toutes les douleurs à la poitrine que j'avais eues pendant l'AVC. J'ai vu de la honte. Pas de la honte pour la situation dans laquelle je me trouvais. De la honte de moi. Papa, a-t-il dit avec une voix que je ne reconnaissais pas, je ne peux pas prendre la responsabilité d'une personne de plus. J'ai déjà assez de charges, assez de problèmes. Je n'ai pas besoin d'une bouche de plus à nourrir. Une bouche de plus à nourrir. Les mots ont traversé mon corps comme une lame froide. Une bouche de plus à nourrir. Comme si j'étais un étranger qui demandait l'aumône. Comme si les 36 années où j'avais nourri sa bouche, habillé son corps, payé ses études, n'avaient jamais existé. Antoine, j'ai murmuré, cette bouche que tu ne veux pas nourrir, c'est la même qui t'a appris à dire tes premiers mots. Papa, ne fais pas le sentimental. On est en 2023, pas au moyen âge. Chacun doit se débrouiller. Je me suis aussi débrouillé quand j'avais ton âge. Mais j'avais aussi toi à élever. Et je te remercie pour ce que tu as fait. Mais maintenant ma vie est différente. J'ai d'autres priorités. D'autres priorités. Mon fils avait d'autres priorités que son père qui dormait dans la rue. D'accord, j'ai dit, en prenant les valises. J'ai compris. Papa, ne le prends pas comme ça. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, c'est juste que... C'est juste que tu n'as pas besoin d'une bouche de plus à nourrir. J'ai compris. Je suis parti sans me retourner. Si je m'étais retourné, j'aurais vu Antoine encore là, devant le portail, qui me regardait partir. Mais je ne me suis pas retourné. Je ne voulais pas lui donner la satisfaction de me voir pleurer. Cette nuit-là, je suis retourné au secours catholique. Mais quelque chose en moi avait changé. La douleur s'était transformée en colère. Et la colère se transformait en détermination. Le lendemain, je suis allé à Pôle emploi Paris. Monsieur Moreau, m'a dit l'employé, vous avez 63 ans et vous avez fait un AVC. Qui va vous embaucher? Quelqu'un doit bien me vouloir, j'ai répondu. J'ai travaillé pendant 41 ans, je connais mon métier. Oui, mais aujourd'hui ils cherchent des jeunes, avec l'informatique, les langues. Madame, moi je sais monter une chaîne de production de A à Z. Vous savez monter une chaîne de production avec un ordinateur? La femme m'a regardé avec un demi-sourire. Vous avez raison. Je vais voir ce que je peux faire. 2 semaines plus tard, elle m'a appelé. Monsieur Moreau, il y a une coopérative qui rénove des logements sociaux. Ils cherchent des ouvriers expérimentés pour des travaux urgents. C'est mal payé, mais c'est quelque chose. Combien mal payé? 1300 € par mois, mais au noir. Sans cotisation, sans congé, sans arrêt maladie. Ça va. J'ai commencé à travailler pour la coopérative sociale Nouveau Départ le 22 mai 2023. Le patron, Karim Ben-Ali, était un Algérien de 55 ans qui avait fait fortune en rénovant des HLM pour la ville de Paris. Jean-Pierre, m'a-t-il dit le premier jour, moi je m'en fous que tu aies 63 ans ou 103 ans. Si tu travailles bien, tu restes. Si tu travailles mal, tu pars. J'ai bien travaillé. Mieux que des ouvriers qui avaient la moitié de mon âge. 41 ans d'expérience, ça ne s'oublie pas, même avec le cœur malade. Karim s'en est rendu compte tout de suite. Jean-Pierre, tu n'es pas un ouvrier comme les autres. Tu es un chef. Après 2 mois, il m'a fait une proposition. Jean-Pierre, je dois ouvrir un gros chantier à Bobigny. Rénovation de 40 logements. Ça te dit d'être chef d'équipe? Karim, j'ai 63 ans et un AVC derrière moi. Et moi j'ai 55 ans et 3 pontages. Et alors? L'expérience, ça ne s'achète pas au supermarché. J'ai accepté. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis senti de nouveau utile à quelqu'un. Le chantier de Bobigny est devenu ma nouvelle maison. Pas littéralement, je dormais encore au secours catholique,
mais spirituellement. Chaque matin à 7 heures, j'étais là avec mon équipe de 10 ouvriers, à redonner vie à des logements qui semblaient morts. C'était un travail dur, surtout pour quelqu'un de mon âge. Mais à chaque fois que je sentais la fatigue dans les os, je pensais à Antoine qui m'avait dit qu'il n'avait pas besoin d'une bouche de plus à nourrir. Et la fatigue devenait de l'énergie. En 4 mois, on a fini les 20 premiers logements. Karim était si content qu'il m'a donné une prime de 2000 €. Jean-Pierre, avec toi le travail se fait bien et se finit à l'heure. Ça n'arrive pas souvent. Avec cet argent, plus le salaire des 4 mois, j'ai pu louer un studio à Bobigny, à 500 mètres du chantier. Petit, au rez-de-chaussée, humide l'hiver. Mais c'était chez moi. Pour la première fois en 8 mois, j'avais de nouveau un logement. Le premier jour où j'ai dormi dans mon lit, un matelas que j'avais acheté chez Ikea avec 200 €, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de fierté. À 63 ans, après un AVC, abandonné par mon fils, j'avais réussi à me remettre debout tout seul. Karim, entre-temps, avait commencé à me considérer plus qu'un employé. Jean-Pierre, tu as une vision du travail que ces jeunes n'ont pas. Eux, ils savent utiliser l'ordinateur, mais toi tu sais utiliser les mains et la tête ensemble. Un jour, il m'a appelé dans son bureau. Jean-Pierre, j'ai une proposition pour toi. Tu veux devenir mon associé? Karim, je n'ai pas d'argent pour devenir associé. Qui t'a dit qu'il fallait de l'argent? Toi tu apportes l'expérience, moi j'apporte les capitaux. 50 à 50. Tu es sûr? Jean-Pierre, en 30 ans de travail, j'ai appris à reconnaître les gens de valeur. Tu es quelqu'un de valeur. On a fondé Ben Ali et Moreau, Rénovation, en janvier 2024. 8 mois après qu'Antoine m'ait dit qu'il n'avait pas besoin d'une bouche de plus à nourrir, j'étais devenu entrepreneur. Le premier gros contrat, on l'a eu pour rénover un immeuble entier à Belleville. 50 logements, 4 millions d'euros de travaux. Notre bénéfice, 600 000 €. Ma part, 300 000 €. Mais l'argent n'était pas le plus important. Le plus important, c'était que je me sentais de nouveau un homme. Un homme qui avait une place dans le monde, qui servait à quelque chose, qui pouvait regarder les gens dans les yeux sans honte. J'ai acheté une voiture d'occasion, une Peugeot 308 de 2019, mais en bon état et propre. J'ai changé de logement, prenant un 2 pièces toujours à Bobigny, mais dans un immeuble neuf, avec ascenseur et chauffage central. J'ai acheté des vêtements neufs, je me suis laissé pousser la barbe et je l'ai entretenue. Pour Noël 2023, pour la première fois depuis des mois, je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu Jean-Pierre Moreau. Pas le SDF qui dormait au secours catholique, pas le vieux malade qui demandait l'aumône à son fils. Jean-Pierre Moreau, 64 ans, entrepreneur. Le 8 janvier 2024, exactement 8 mois après qu'Antoine m'ait claqué la porte au nez, je lui ai rendu visite. J'ai garé ma Peugeot devant son portail et j'ai sonné à l'interphone. La voix métallique habituelle. Qui est-ce? Antoine, c'est papa. Silence. Puis, papa. Qu'est-ce que tu fais là? Je peux monter? J'aimerais te parler. Attends un moment. Après 5 minutes, Antoine est descendu. Même tenue élégante de maison, même expression irritée. Mais cette fois, quand il m'a vu, l'irritation s'est mélangée à autre chose. De la surprise peut-être. Ou de la confusion. J'étais différent de la dernière fois qu'il m'avait vu. Vêtements neufs, barbe soignée, voiture garée derrière moi. Et surtout, je n'avais pas de valise. Je n'étais pas venu demander. Papa, a-t-il dit, comment? Comment ça va? Bien, Antoine. Très bien. Mais. La dernière fois qu'on s'est vu, La dernière fois qu'on s'est vu, j'avais besoin d'aide. Aujourd'hui je suis venu te saluer. Antoine a regardé la voiture, puis m'a regardé. La voiture, c'est à toi. Oui. Et où? Où tu habites maintenant? J'ai un appartement à Bobigny. Rien d'extraordinaire, mais c'est chez moi. Mais comment tu as fait? Je pensais que tu
Tu pensais quoi, Antoine? Je pensais que tu étais. Que tu avais besoin d'une bouche de plus à nourrir. Antoine a rougi. Papa, moi ce soir-là. Ce soir-là tu m'as dit très clairement ce que tu pensais de moi. Tu m'as fait comprendre que je n'étais pas ta responsabilité. Mais je ne voulais pas dire. Antoine, tu as dit exactement ce que tu pensais. Et tu sais quoi? Tu avais raison. Antoine m'a regardé avec des yeux écarquillés. J'avais raison. Oui. Tu n'es pas responsable de moi. Je suis responsable de moi-même. Et j'ai réglé mes problèmes tout seul. Mais comment tu as fait? J'ai fait ce que j'ai toujours fait dans la vie. J'ai travaillé. Mais tu avais eu l'AVC, tu étais âgé. Antoine, je suis âgé, pas mort. Et l'AVC, je l'ai eu au cerveau, pas aux mains. Mais où tu travailles? J'ai une entreprise de rénovation. Je suis associé à 50%. Antoine en est resté bouche bée. Une entreprise? Toi. Moi. L'ouvrier Jean-Pierre Moreau est devenu l'entrepreneur Jean-Pierre Moreau. Mais comment c'est possible? C'est possible quand quelqu'un croit en vous. Même si ce quelqu'un n'est pas votre fils. Antoine a baissé les yeux. Papa, moi. Tu n'as rien à me dire, Antoine. Tu as fait ton choix ce soir-là. Et moi j'ai fait le mien. Quel choix? J'ai choisi de ne pas avoir besoin de toi. Les mots sont sortis de ma bouche comme des pierres. Antoine a pâli. Papa, tu es mon père. Tu auras toujours besoin de moi. Non, Antoine. Un père a besoin de ses enfants quand les enfants choisissent d'être des enfants. Tu as choisi de ne pas être mon fils ce soir où tu m'as dit que tu n'avais pas besoin d'une bouche de plus à nourrir. Mais je suis ton fils. Biologiquement, oui. Affectivement, non. Affectivement, je n'ai pas d'enfant. Antoine a fait un pas vers moi. Papa, tu ne peux pas dire ça. Je suis ton fils, je t'aime, c'est juste que ce soir-là j'étais stressé, j'avais des problèmes au travail, Claire était nerveuse. Antoine, ce soir-là tu n'étais pas stressé. Tu étais sincère. Pour la première fois de ta vie, tu m'as dit ce que tu pensais vraiment de moi. Ce n'est pas vrai. C'est tout à fait vrai. Tu pensais que j'étais un fardeau. Un vieux inutile qui venait déranger ta vie parfaite. Papa. Et tu sais quoi? Tu avais peut-être raison. J'étais peut-être vraiment devenu un fardeau. Mais je ne le suis plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je suis venu ici pour te dire que tu n'auras plus jamais à t'inquiéter pour moi. Je n'aurai plus jamais à frapper à ta porte pour demander de l'aide. Je ne serai plus jamais une bouche de plus à nourrir. Antoine avait les yeux humides. Papa, je ne voulais pas. Tu voulais exactement ce que tu as obtenu. Un père qui ne te dérange pas. Eh bien maintenant tu l'as. Mais je t'aime. Antoine, tu aimes l'idée d'avoir un père. Mais tu ne veux pas du père en chair et en os, avec ses problèmes, ses faiblesses, ses besoins. Ce n'est pas vrai. Alors dis-moi, en ces 8 mois, combien de fois tu m'as appelé pour savoir comment j'allais? Antoine est resté muet. Combien de fois tu t'es demandé si j'étais vivant ou mort? Encore le silence. Combien de fois tu as pensé à moi sans que je t'appelle d'abord? Papa, je pensais que tu m'en voulais, que tu ne voulais pas m'entendre. Antoine, quand un fils chasse son père de chez lui, ce n'est pas au père d'appeler le fils pour faire la paix. C'est au fils d'appeler le père pour s'excuser. Mais je ne t'ai pas chassé de chez moi. Non, Antoine. Tu m'as chassé de ta vie. C'est pire. Antoine s'est mis à pleurer. Je ne l'avais pas vu pleurer depuis qu'il était enfant. Papa, j'ai fait une erreur. Je sais que j'ai fait une erreur. Mais j'avais peur, je ne savais pas quoi faire, j'avais peur que Claire. Antoine, tu n'avais pas peur. Tu étais gêné. Gêné d'avoir un père pauvre, malade, qui demandait de l'aide. Ce n'est pas vrai. C'est tout à fait vrai. Tu avais honte de moi. Papa, non.
Antoine, écoute, je ne te juge pas. C'est normal qu'un fils ait honte d'un père qui a échoué. Mais c'est aussi normal qu'un père, après avoir été rejeté, apprenne à vivre sans ce fils. Papa, je ne veux pas vivre sans toi. Antoine, tu vis déjà sans moi depuis 8 mois. Et ça se passe bien pour toi. Ce n'est pas vrai. J'ai pensé à toi tous les jours. Si tu avais pensé à moi tous les jours, tu m'aurais appelé au moins une fois. Antoine s'est pris la tête dans les mains. Papa, je ne savais pas quoi dire. J'avais honte de ce que j'avais fait. Et alors pourquoi tu n'as jamais appelé pour t'excuser? Parce que j'avais peur que tu me détestes. Antoine, je ne te déteste pas. Mais je ne t'estime plus. Les mots sont sortis de ma bouche comme un coup de pistolet. Antoine s'est comme effondré. Tu ne m'estimes plus. Non. Un homme qui abandonne son père dans le moment du besoin, ce n'est pas un homme qu'on peut estimer. Mais papa. Antoine, tu m'as appris quelque chose d'important ce soir-là. Tu m'as appris que l'amour d'un père n'est pas automatiquement rendu par l'amour d'un fils. Mais je t'aime. Tu aimes l'idée d'avoir un père. Mais tu ne m'aimes pas moi. Ce n'est pas vrai. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu sais de ma vie de ces 8 mois? Antoine est resté muet. Tu sais où je travaille? Silence. Tu sais que j'ai eu une autre hospitalisation en septembre. Antoine a écarquillé les yeux. Une autre hospitalisation? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est plus important maintenant, Antoine. C'est passé. Mais comment ce n'est pas important? Tu as été malade et je ne le savais pas. Antoine, tu ne voulais pas le savoir. Quand quelqu'un vous tient à cœur, vous sentez quand il va mal, même s'il ne vous le dit pas. Tu n'as rien senti parce que je ne te tiens pas à cœur. Papa, tu me tiens à cœur. Si je te tenais à cœur, tu serais venu me chercher. Mais je ne savais pas où te trouver. Antoine, dans une ville comme Paris, si on veut trouver quelqu'un, on le trouve. Il suffit de le vouloir vraiment. Antoine a pleuré pendant 5 minutes, en silence. Je l'ai regardé sans rien dire. C'était mon fils, la personne que j'avais le plus aimé au monde après sa mère. Mais c'était aussi l'homme qui m'avait tourné le dos quand j'avais le plus besoin de lui. Papa, a-t-il dit finalement, qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Rien, Antoine. On ne peut pas réparer. On peut seulement apprendre. Apprendre quoi? Apprendre que les choix ont des conséquences. Tu as choisi de ne pas m'avoir comme père. Maintenant tu dois accepter de ne pas m'avoir comme père. Mais je veux t'avoir comme père. Antoine, ce que tu veux ne compte plus. Ce qui compte, c'est ce que tu as fait. Papa, s'il te plaît. Dis-moi ce que je dois faire. Tu ne dois rien faire. Tu dois seulement accepter que certaines choses, une fois cassées, ne peuvent plus être réparées. Mais on est père et fils. Le sang. Antoine, le sang ne suffit pas. Si le sang suffisait, tu ne m'aurais jamais dit que tu n'avais pas besoin d'une bouche de plus à nourrir. Antoine s'est remis à pleurer. Papa, j'étais lâche ce soir-là. J'avais peur, j'étais perdu. Mais je t'aime. Antoine, le problème n'est pas de savoir si tu m'aimes. Le problème, c'est quel genre d'amour tu me portes. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'aimes quand ça t'arrange. Quand je ne te pose pas de problème, quand je ne te demande rien, quand je peux être le grand-père sympa qui vient déjeuner le dimanche et apporte des cadeaux aux enfants. Mais quand j'ai besoin de toi, quand je suis faible, quand je suis un fardeau, alors tu ne m'aimes plus. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, Antoine. Et tu sais comment je le sais? Parce qu'en ces 8 mois, depuis que je suis redevenu autonome, tu ne m'as jamais cherché. Maintenant que tu me vois bien habillé, avec une voiture, installée, tu as peut-être envie de renouer avec moi. Mais quand j'étais au secours catholique, quand je dormais dans la rue, quand j'avais besoin de toi, tu n'étais nulle part. Antoine n'arrivait plus à parler. Il pleurait comme un enfant. Papa, a-t-il réussi à dire entre les sanglots, j'ai changé. Si tu avais de nouveaux besoins de moi, je serais là. Antoine, je n'aurai plus jamais besoin de toi.
J'ai appris à n'avoir besoin de personne. Mais un jour tu pourrais retomber malade. Et ce jour-là, je m'adresserai à des gens en qui je peux avoir confiance. Des gens qui m'ont prouvé qu'ils sont là quand il faut. Papa, je veux être une de ces personnes. Antoine, tu as eu ta chance. Tu l'as gâchée. Mais on ne peut pas avoir une deuxième chance? Antoine, dans la vie, certaines chances sont uniques. La chance d'être un fils quand le père a besoin de vous, c'est une de celles-là. Antoine s'est assis sur les marches du portail, la tête dans les mains. Papa, je n'arrive pas à accepter de t'avoir perdu. Tu ne m'as pas perdu, Antoine. Tu m'as abandonné. C'est différent. C'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. Perdre quelqu'un, ça veut dire que les circonstances vous l'enlèvent. Abandonner quelqu'un, ça veut dire que c'est vous qui choisissez de l'envoyer promener. Tu as choisi. Mais je peux choisir autrement maintenant. Non, Antoine. Maintenant c'est trop tard pour choisir autrement. Pourquoi? Parce que moi j'ai déjà choisi. J'ai choisi d'avancer sans toi. Antoine m'a regardé dans les yeux. Papa, tu me punis. Non, Antoine. Je te libère. Je me libère de quoi? Du fardeau d'avoir un père qui pourrait avoir besoin de toi. Maintenant tu n'auras plus à t'inquiéter. Je m'en sortirai toujours tout seul. Mais je veux m'inquiéter pour toi. C'est trop tard, Antoine. Pourquoi c'est trop tard? Parce que la confiance, une fois perdue, ne revient jamais. Tu m'as fait comprendre que je ne pouvais pas compter sur toi. Et une fois qu'un père comprend qu'il ne peut pas compter sur un fils, ce fils arrête d'être un fils et devient un étranger. Papa, tu es injuste. Injuste? Antoine, quand un fils dit à son père « Je n'ai pas besoin d'une bouche de plus à nourrir », ça c'est injuste. Quand un fils chasse son père de chez lui au moment du besoin, ça c'est injuste. Moi j'accepte juste ta décision. Mais ma décision était mauvaise. Oui, elle était mauvaise. Mais c'était ta décision. Et maintenant tu dois vivre avec les conséquences. Antoine s'est levé et a fait un pas vers moi. Papa, et si je venais te voir? Et si je commençais à t'appeler tous les jours? Et si? Antoine, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas acheter le pardon avec de l'attention. Alors comment ça marche? Ça ne marche pas, Antoine. C'est fini. Mais tu es mon père. Et tu étais mon fils. Les choses changent. Les pères n'arrêtent jamais d'aimer leur enfant. Tu as raison. Je n'ai jamais arrêté de t'aimer. Mais j'ai arrêté de te respecter. Et sans respect, l'amour ne suffit pas. Antoine s'est mis à marcher de long en large devant le portail. Papa, dis-moi ce que je dois faire. N'importe quoi. Antoine, la seule chose que tu devais faire, c'était être là quand j'avais besoin de toi. Tu n'y étais pas. Maintenant c'est tout ce que tu devais faire. Mais je peux être là dorénavant. Pourquoi faire? Je n'ai plus besoin de toi. Mais tu pourrais en avoir besoin dans le futur. Antoine, j'ai 64 ans. Mon futur n'est pas très long. Et ce qui me reste, je le vivrai avec la dignité que je me suis reconquise. Je n'aurai plus jamais à frapper à la porte de quelqu'un pour demander de l'aide. Mais si tu retombes malade, j'ai une assurance santé privée. Je paie 250 € par mois, mais elle couvre tout. Et si tu ne peux plus travailler? J'ai des économies. Et j'ai une entreprise qui me garantit des revenus. Et si? Antoine, ça suffit. Pour chaque « et si » que tu me fais, j'ai une réponse qui ne t'inclut pas. J'ai appris à vivre sans toi. Antoine s'est arrêté devant moi. Papa, tu me détestes. Non, Antoine. Si je te détestais, je ne serais pas venu ici te saluer. Alors pourquoi tu es venu? Je suis venu pour boucler la boucle. Pour te montrer que j'ai réussi. Et pour te dire adieu. Adieu. Oui, adieu. Pas au revoir. Adieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la dernière fois qu'on se voit. Antoine a pâli.
Papa, tu ne peux pas me faire ça. Antoine, je ne te fais rien. Je te rends juste la liberté que tu voulais ce soir où tu m'as mis dehors. Mais je ne voulais pas la liberté par rapport à toi. Si, tu la voulais. Et maintenant tu l'as. Papa, s'il te plaît. Ne pars pas comme ça. Antoine, je pars comme je suis venu. Tout seul. Comme j'ai appris à faire. Papa. Adieu, Antoine. Je me suis tourné et je suis allé vers la voiture. J'ai entendu Antoine qui m'appelait. Papa. Papa, attends. Je ne me suis pas retourné. J'ai ouvert la portière, je suis monté dans la voiture et je suis parti. Dans le rétroviseur, j'ai vu Antoine immobile devant le portail, qui me regardait m'éloigner. C'était la dernière fois que j'ai vu mon fils. Dans les mois qui ont suivi, Antoine m'a appelé des dizaines de fois. Au début, je répondais encore. Papa, on peut se voir. Non, Antoine. Papa, je veux m'excuser. Les excuses ne servent plus à rien, Antoine. Papa, j'ai compris mon erreur. Tant mieux pour toi, Antoine. Puis j'ai arrêté de répondre. J'ai changé de numéro de téléphone et je ne le lui ai pas donné. Un jour, il est venu sur le chantier où je travaillais. Karim me l'a dit, Jean-Pierre, il y a ton fils qui te cherche. Dis-lui que Jean-Pierre Moreau n'a pas d'enfant. Mais Jean-Pierre. Karim, je te paie pour diriger les travaux, pas pour faire le conseiller familial. Antoine est revenu 3 autres fois. La 4e fois, Karim m'a dit, Jean-Pierre, soit tu lui parles, soit je fais dire aux gars de s'en occuper à leur façon. Je suis descendu de l'échafaudage. Antoine était là, habillé élégamment comme toujours, mais avec les yeux rouges et la barbe mal faite. Papa, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. On n'a rien à se dire, Antoine. J'ai besoin de toi, papa. Ah, maintenant tu as besoin de moi? Quelle coïncidence. Papa, Claire m'a quitté. Elle a pris les enfants et elle est partie. Je suis désolé pour toi. Papa, je suis seul. Je n'ai personne. Antoine, maintenant tu sais ce que ça fait. Papa, aide-moi. Antoine, je n'ai pas besoin d'une bouche de plus à nourrir. Mes propres mots. Antoine s'est mis à pleurer devant tout le chantier. Papa, s'il te plaît. Antoine, rentre chez toi. Trouve quelqu'un d'autre pour t'aider. Je n'ai personne d'autre. Dommage. Quand j'avais besoin d'aide, moi aussi je n'avais personne d'autre. Mais tu n'étais pas là. Papa. Antoine, ça suffit. Va-t'en. Et ne reviens plus. Antoine est parti. C'était en avril 2024. Un mois plus tard, j'ai appris par une connaissance commune qu'Antoine avait vendu la maison de Neuilly et qu'il s'était installé dans un appartement en banlieue. Il avait perdu son travail parce qu'après la séparation il s'était mis à boire et n'arrivait plus à se concentrer. Je n'ai éprouvé aucune satisfaction. Je n'ai éprouvé aucune pitié non plus. J'ai éprouvé ce qu'on éprouve quand on entend parler des problèmes d'un inconnu, de l'indifférence. En juin, j'ai reçu une lettre d'un avocat. Antoine avait porté plainte pour obtenir un droit de visite et demander une aide financière. Mon client, écrivait l'avocat, se trouve en difficulté financière et demande le soutien du père, comme prévu par le Code civil. J'ai appelé mon avocat. Maître, mon fils peut-il m'obliger à l'entretenir? Jean-Pierre, il a 34 ans et n'est pas handicapé. Il ne peut vous obliger à rien. Et le droit de visite? Vous n'êtes pas dans une maison de retraite et vous n'êtes pas sous tutelle. Vous pouvez décider qui vous laissez entrer chez vous. J'ai envoyé une réponse écrite par mon avocat. M. Jean-Pierre Moreau communique à M. Antoine Moreau qu'il ne reconnaît aucun lien familial entre eux et qu'il ne souhaite avoir aucun type de rapport. Antoine a fait appel. Il a perdu de nouveau. En octobre, j'ai appris qu'Antoine avait fini en centre de désintoxication pour se sevrer de l'alcool. Il avait touché le fond. Pendant un moment, juste un moment, j'ai pensé à aller le voir. Mais alors je me suis souvenu de ce soir de mai 2023,
quand j'avais fini dans la rue et qu'il m'avait dit qu'il n'avait pas besoin d'une bouche de plus à nourrir. Je n'y suis pas allé. Il s'est passé 1 an et demi depuis ce soir-là. Antoine travaille maintenant comme vendeur dans un magasin d'électroménager. Il gagne 1 500 € par mois. Il vit dans un studio à Créteil. Il n'a plus de voiture. Il est devenu ce que j'étais quand je suis allé lui demander de l'aide, un homme vaincu par la vie. Moi, au contraire, je suis devenu ce qu'il était quand il m'a refusé, un homme qui a réussi. L'entreprise Ben-Ali et Moreau fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Ma part est d'1,5 million. J'ai acheté une maison à Bobigny, un 3 pièces avec vue sur le parc. J'ai une Mercedes Classe A. J'ai un compte en banque avec 400 000 €. Mais surtout, j'ai quelque chose qu'il n'a plus, la dignité. De temps en temps, une connaissance me dit « Jean-Pierre, Antoine c'est ton fils. Tu ne peux pas l'abandonner comme ça. » Et je réponds toujours la même chose, je n'abandonne personne. C'est lui qui m'a abandonné quand j'avais besoin. Mais maintenant c'est lui qui a besoin. Et alors? Quand j'avais besoin moi, il était où? Mais tu es son père. Et lui il était mon fils. Les relations, c'est toujours réciproque. Allez, Jean-Pierre. Fais le premier pas. Le premier pas, je l'ai fait il y a 34 ans, quand je l'ai mis au monde. Le deuxième pas, c'était à lui. La vérité, c'est qu'Antoine aurait pu retrouver un père à n'importe quel moment de ses 18 mois. Il suffisait qu'il vienne me voir et qu'il me dise « Papa, j'ai tout raté. Je me fiche que tu me pardonnes ou pas. Je veux m'occuper de toi pour le reste de ta vie, pour réparer le mal que je t'ai fait. » S'il avait dit ça, j'aurais peut-être reconsidéré tout. Mais Antoine n'est jamais venu me dire ça. Antoine est venu me dire qu'il avait besoin de moi. C'est très différent. Antoine a besoin d'un père maintenant que sa vie est fichue. Mais il ne voulait pas de père quand sa vie était parfaite et que la mienne était fichue. Ça m'a fait comprendre qu'Antoine ne m'aime pas. Antoine aime l'idée d'avoir quelqu'un qui le sauve quand il va mal. Mais quand c'est moi qui vais mal, il ne veut rien savoir. Aujourd'hui c'est le 8 novembre 2024. Il s'est passé exactement 18 mois depuis ce soir qui a tout changé. Demain c'est mon 65e anniversaire. Je le fêterai avec Karim et sa femme, avec quelques ouvriers de l'entreprise, avec les rares vrais amis que j'ai. Je ne le fêterai pas avec mon fils. Parce que je n'ai plus de fils. Antoine a appris, de la façon la plus douloureuse possible, que les mots ont des conséquences. Quand il a dit qu'il n'avait pas besoin d'une bouche de plus à nourrir, il pensait se débarrasser d'un fardeau. Au lieu de ça, il s'est débarrassé de la seule personne au monde qu'il aimait sans condition. Maintenant il sait ce que ça veut dire d'être vraiment seul. Maintenant il sait ce que ça veut dire de n'avoir personne sur qui compter. Maintenant il sait ce que ça veut dire d'être une bouche de plus à nourrir. Et il sait aussi que cette bouche qu'il ne voulait pas nourrir, c'était la même qui lui avait appris à prononcer ses premiers mots, dont le mot « papa ». Un mot qu'il n'entendra plus jamais de ma voix. J'ai appris que l'amour d'un père n'est pas une obligation, mais un choix. Et j'ai choisi de ne plus aimer un fils qui m'a prouvé qu'il ne m'aimait pas. Antoine a appris que l'amour d'un fils n'est pas un droit, mais un privilège. Et il a perdu ce privilège pour toujours. La porte qu'il m'a claquée au nez ce soir de mai 2023 ne se rouvrira plus jamais. Pas pour lui. Parce que certaines leçons dans la vie, on ne les apprend qu'en perdant ce qu'on tenait pour acquis. Et Antoine tenait pour acquis l'amour de son père. Maintenant il sait qu'il avait tort. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Parce que la vie, parfois, nous réserve des surprises que nous n'attendons pas. 3 mois après ma visite chez Antoine, j'étais dans mon bureau chez Ben-Ali et Moreau quand Karim est entré avec une expression que je ne lui connaissais pas. « Jean-Pierre, il faut que je te dise quelque chose. Et tu ne vas pas aimer. Qu'est-ce qui se passe? Ton fils. Antoine. Il est à l'hôpital. » Mon cœur s'est arrêté pendant une seconde. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré toute la douleur, malgré ma décision de le rayer de ma vie, il restait mon fils. Et quand on vous dit que votre enfant est à l'hôpital, peu importe l'âge qu'il a, peu importe ce qu'il vous a fait, vous redevenez un parent.
Qu'est-ce qui lui est arrivé? Accident de voiture. Il était bourré. Il a percuté un platane sur l'autoroute à 86. Il est dans le coma depuis 3 jours. Il va s'en sortir. Les médecins ne savent pas. C'est touché et va. Karim m'a regardé avec ses yeux noirs pleins de compassion. Jean-Pierre, je sais que vous êtes fâché, mais... Mais quoi? Mais il reste ton fils. Et s'il meurt, tu le regretteras toute ta vie. J'ai regardé par la fenêtre du bureau, vers le chantier où nos ouvriers continuaient à travailler, inconscients du drame qui se jouait dans ma tête. Antoine dans le coma. Antoine qui risquait de mourir. Antoine qui ne se réveillerait peut-être jamais. Où est-il? J'ai demandé. Hôpital Henri Mondor, à Créteil. Service de réanimation. J'ai pris ma veste et mes clés de voiture. Je reviens. Jean-Pierre. Quoi? Fais ce que ton cœur te dit. L'hôpital Henri Mondor, je le connaissais bien. C'est là qu'on m'avait emmené après mon AVC. C'est là que Françoise avait fini ses jours. Un endroit où j'avais vécu mes pires moments, et voilà que j'y retournais pour peut-être vivre le pire de tous. Au service de réanimation, j'ai demandé Antoine Moreau. L'infirmière m'a regardé avec méfiance. Vous êtes de la famille? Je suis son père. Ah. Vous êtes le monsieur que sa femme cherche depuis 3 jours. Sa femme? Antoine était remarié? Quand? Avec qui? Je ne savais rien de la vie de mon fils depuis 1 an et demi. Sa femme? Oui, Madame Moreau. Elle est là depuis qu'on l'a amenée. Elle vous attend. L'infirmière m'a conduit dans la salle d'attente. Là, assise sur une chaise en plastique, il y avait une femme que je ne connaissais pas. La trentaine, brune, les yeux rouges de fatigue et de larmes. Quand elle m'a vu, elle s'est levée d'un bond. Vous êtes le père d'Antoine? Oui. Merci d'être venu. Je suis Sophie, sa compagne. On vit ensemble depuis 8 mois. Sophie. Une femme que je découvrais, qui partageait la vie de mon fils depuis presque 1 an, et dont je ne savais même pas l'existence. Comment va-t-il? Mal. Très mal. Il a un traumatisme crânien sévère, des côtes cassées, le foie abîmé. Les médecins disent que s'il se réveille, il pourrait avoir des séquelles. S'il se réveille, il y a 30% de chances qu'il ne se réveille jamais. Sophie s'est rassise, épuisée. Monsieur Moreau, Antoine m'a beaucoup parlé de vous. Ah oui? Il m'a raconté ce qui s'était passé. Il m'a dit que vous ne vouliez plus le voir. En effet. Il m'a dit aussi qu'il avait mérité ça. J'ai regardé cette femme que je ne connaissais pas mais qui connaissait mon histoire avec Antoine mieux que moi. Qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre? Il m'a dit que vous étiez le meilleur père du monde et qu'il avait tout gâché. Il m'a dit qu'il passait ses nuits à pleurer en pensant à vous. Il m'a dit que sa plus grande peur, c'était de mourir sans que vous lui ayez pardonné. Les mots de Sophie me transperçaient comme des lames. Antoine qui pleurait en pensant à moi. Antoine qui avait peur de mourir sans mon pardon. Il boit beaucoup, j'ai demandé. Depuis qu'il vous a vu en janvier. Depuis ce jour-là, il boit tous les soirs. Il dit que c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour ne pas penser à la déception dans vos yeux. La déception? Il m'a dit que quand vous l'avez regardé ce jour-là, il a vu dans vos yeux qu'il avait cessé d'être votre fils. Et que ça l'avait tué. J'ai fermé les yeux. Je me souvenais de ce regard, effectivement. Le regard que j'avais posé sur Antoine ce jour de janvier quand je lui avais dit qu'il n'était plus mon fils. Un regard froid, distant, définitif. Monsieur Moreau, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Dites. Est-ce que vous pouvez aller le voir? Juste 1 minute. Les médecins disent que parfois les patients dans le coma entendent les voix familières. Sophie, je ne sais pas si. S'il vous plaît. Il vous aime. Malgré tout ce qui s'est passé, il vous aime plus que tout au monde. J'ai suivi Sophie dans le couloir de la réanimation. L'odeur de désinfectant, le bruit des machines, les lumières blanches.
Tout me rappelait mes propres séjours dans cet hôpital. Chambre 314. Sophie a ouvert la porte doucement. Antoine, ton papa est là. Mon fils était allongé sur le lit d'hôpital, relié à une dizaine de machines qui clignotaient et bipaient. Son visage était huméfié, bandé, méconnaissable. Ses mains que j'avais nues quand il était petit, étaient inertes sur le drap blanc. Je me suis approché du lit. Antoine semblait si fragile, si vulnérable. Plus rien à voir avec l'homme sûr de lui qui m'avait chassé de chez lui 18 mois plus tôt. Antoine, j'ai murmuré. C'est papa. Aucune réaction. Juste le bruit régulier du respirateur artificiel. Antoine, je suis là. Sophie est sortie de la chambre pour nous laisser seuls. J'ai pris une chaise et je me suis assis à côté du lit. Mon fils, j'ai commencé, ne sachant pas quoi dire. Mon petit garçon. Les mots sortaient difficilement. Toute la colère, toute la rancœur que j'avais accumulée semblait s'évaporer devant ce lit d'hôpital. Tu sais, Antoine, ta maman aurait été fière de l'homme que tu es devenu. Même si on s'est disputé. J'ai pris sa main dans la mienne. Elle était froide, inerte. Je ne sais pas si tu m'entends, mon fils. Mais je veux que tu saches que peu importe ce qui s'est passé entre nous, tu restes mon enfant. Tu restes la personne que j'ai le plus aimée dans ma vie après ta mère. Les larmes ont commencé à couler. Toutes ces larmes que j'avais retenues pendant 18 mois. Je t'ai dit des choses dures, Antoine. J'ai dit que tu n'étais plus mon fils. Mais c'était la colère qui parlait. Tu seras toujours mon fils. J'ai serré sa main plus fort. Alors maintenant, tu vas te battre. Tu vas revenir. Parce qu'on a des choses à se dire. Parce qu'on a perdu assez de temps comme ça. Je suis resté 1 heure à son chevet, lui parlant de tout et de rien. De ma nouvelle entreprise, de la maison que j'avais achetée, de Karim qui était devenu plus qu'un associé, un ami. Je lui ai parlé de sa mère, de nos souvenirs d'avant, quand il était petit et qu'on était heureux. Quand je suis sorti de la chambre, Sophie m'attendait dans le couloir. Merci, elle m'a dit simplement. Sophie, vous avez mon numéro maintenant. Appelez-moi s'il y a du changement. N'importe quand. Je le ferai. Et prenez soin de vous. Allez manger quelque chose. Allez dormir. Vous ne lui servirez à rien si vous tombez malade. Les 3 jours suivants, je suis retourné à l'hôpital tous les soirs après le travail. Je m'asseyais à côté d'Antoine et je lui parlais. Je lui racontais ma journée, je lui lisais le journal, je lui chantonnais même parfois les berceuses que je lui chantais quand il était bébé. Le 4e jour, quelque chose a changé. Quand j'ai pris sa main, j'ai senti une légère pression. Presque rien, mais j'étais sûr de l'avoir senti. Sophie. Sophie, venez vite. Elle est arrivée en courant, suivie d'une infirmière. Qu'est-ce qui se passe? Il a serré ma main. Je suis sûr qu'il a serré ma main. L'infirmière a vérifié les machines, les pupilles d'Antoine, ses réflexes. Monsieur Moreau, je crois que votre fils nous entend. Continuez à lui parler. Ce soir-là, j'ai parlé à Antoine comme je ne lui avais jamais parlé. Je lui ai dit que j'étais fier de lui. Que malgré nos disputes, malgré sa chute, il restait mon fils. Je lui ai demandé pardon pour les mots durs que j'avais eus. Je lui ai dit que je l'aimais. Le 5e jour, Antoine a ouvert les yeux. Le premier mot qu'il a prononcé, d'une voix rauque et à peine audible, c'était « Papa ». Je suis là, mon fils. Je suis là. Papa. Pardon. Chut. Ne parle pas, repose-toi. Papa. J'ai tout gâché. Non, Antoine. On a tous les deux gâché. Mais maintenant on va réparer. Antoine a pleuré. Moi aussi. Sophie aussi. L'infirmière aussi, d'ailleurs. Papa. Tu peux me pardonner. Il n'y a rien à pardonner, mon fils. Tu es mon enfant. Tu seras toujours mon enfant.
La convalescence d'Antoine a duré 3 mois. 3 mois pendant lesquels j'ai été présent tous les jours. J'ai appris à connaître Sophie, qui était infirmière et qui était tombée amoureuse d'Antoine malgré ses problèmes d'alcool. J'ai appris qu'Antoine avait ou perdu son travail, sa maison, ses enfants que Claire ne voulait plus qu'il voie. Mais j'ai aussi appris qu'Antoine avait changé. La maladie, l'accident, la peur de mourir l'avaient transformé. Il était devenu humble, reconnaissant, conscient de ses erreurs. « Papa, m'a-t-il dit un jour, je sais que j'ai été un mauvais fils. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais si tu me donnes une chance, je veux passer le reste de ma vie à te prouver que j'ai changé. Antoine, tu n'as rien à me prouver. Tu es mon fils, ça suffit. » Non, papa. Ça ne suffit pas. Pendant des années, j'ai tenu pour acquis ton amour. J'ai cru que quoi que je fasse, tu serais toujours là. Et quand tu as eu besoin de moi, je t'ai tourné le dos. C'est du passé, Antoine. Non, ce n'est pas du passé. C'est qui j'étais. Mais je veux devenir quelqu'un d'autre. Je veux devenir le fils que tu mérites. Quand Antoine est sorti de l'hôpital, je lui ai proposé de venir habiter chez moi le temps qu'il se remette sur pied. Il a refusé. Papa, je veux mériter ma place dans ta vie. Je ne veux pas que tu m'aides par pitié. Antoine. Laisse-moi faire mes preuves. Laisse-moi te montrer que j'ai vraiment changé. Antoine a trouvé un travail d'ouvrier dans une entreprise de bâtiment. Pas facile à 34 ans, sans diplôme manuel, avec un casier judiciaire à cause de l'accident. Mais il a travaillé dur, sans se plaindre, sans rien demander. Sophie et lui ont loué un petit appartement à Créteil, près de celui où j'avais vécu mes pires moments. Une ironie du sort qui n'a échappé ni à lui ni à moi. Petit à petit, on a reconstruit notre relation. Pas comme avant, on ne peut jamais revenir exactement comme avant après ce qu'on avait vécu. Mais différemment. Plus profondément. Plus sincèrement. Antoine venait me voir tous les dimanches. Au début, c'était gêné, artificiel. On ne savait pas quoi se dire. Puis, progressivement, on a retrouvé nos mots, nos sourires, notre complicité. Un jour, 6 mois après sa sortie de l'hôpital, Antoine m'a dit quelque chose qui m'a touché au cœur. « Papa, tu sais quoi? Je crois que j'avais besoin de tout perdre pour comprendre ce que j'avais vraiment. » Et qu'est-ce que tu avais vraiment? Un père qui m'aimait assez pour me dire mes 4 vérités. Un père qui m'aimait assez pour me laisser tomber quand je le méritais. Un père qui m'aimait assez pour me reprendre quand j'avais appris ma leçon. Antoine. Papa, tu m'as sauvé la vie 2 fois. La première fois en me mettant au monde. La deuxième fois en me rejetant quand j'en avais besoin. Aujourd'hui, en écrivant cette histoire, Antoine a 36 ans. Il travaille toujours comme ouvrier, mais il a gravi les échelons et est devenu chef d'équipe. Il ne boit plus une goutte d'alcool depuis l'accident. Il s'est marié avec Sophie l'année dernière, et ils attendent leur premier enfant. Mon premier petit enfant. Claire lui a rendu le droit de voir ses enfants. Pas souvent, mais c'est un début. Les enfants commencent à accepter leur père tel qu'il est devenu. Antoine vient toujours me voir tous les dimanches. Mais maintenant, c'est moi qui vais aussi chez lui. Sophie cuisine divinement bien, et leur petit appartement est rempli d'amour et de rire. « Papa, m'a dit Antoine dimanche dernier, je veux que tu saches que tu es l'homme de ma vie. Pas Sophie, enfin, si, Sophie aussi, mais toi. Tu es mon modèle, mon exemple, ma fierté. Antoine, tu exagères. » Non, je n'exagère pas. Tu m'as appris que l'amour, ce n'est pas seulement dire « je t'aime ». C'est aussi dire « non » quand il faut. C'est aussi être capable de partir quand on ne vous respecte pas. C'est aussi être capable de revenir quand l'autre a appris. Tu as appris tout seul, mon fils. Non, papa. J'ai appris grâce à toi. Grâce à ta force. Grâce à ton exemple. Cette histoire, je l'ai écrite pour tous les pères qui se battent pour leurs enfants. Pour tous ceux qui donnent tout et reçoivent parfois l'ingratitude en retour.
Pour tous ceux qui se demandent s'ils ont eu raison d'être fermes, d'être exigeants, de ne pas tout accepter. Oui, vous avez eu raison. L'amour d'un père, ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la force. La force de dire non. La force de partir. La force de revenir. La force de pardonner. La force de recommencer. Et parfois, quand on a cette force-là, on a la chance de voir nos enfants grandir vraiment. Pas en âge, ça arrive à tout le monde. Mais en humanité. Mon fils m'avait dit qu'il n'avait pas besoin d'une bouche de plus à nourrir. Aujourd'hui, c'est lui qui nourrit mon cœur avec son amour retrouvé. Et bientôt, ce sera mon tour de nourrir une nouvelle petite bouche, celle de mon petit enfant. La boucle est bouclée. Mais cette fois, c'est une boucle d'amour, pas de douleur. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez reconnu quelque chose de vous ou de votre famille dans ces lignes, laissez un like et partagez vos expériences dans les commentaires. Chaque histoire familiale est unique, mais la douleur et l'amour d'un parent sont universels. Votre réaction m'importe autant que chaque sacrifice fait par amour.